Bonjour à vous voyageurs. Vous le savez, sur cette chaîne, on étudie les zones d'anomalies sur Terre. Et si nous nous penchions aujourd'hui sur les zones d'anomalies célestes? Ce sujet, c'est l'un d'entre vous qui me l'a proposé, merci à toi. Et quand j'ai commencé à l'étudier, je me suis retrouvée tout simplement aux confins de notre univers. Mais avant toute chose, soyez les bienvenus sur ma chaîne La Carte du Surnaturel. Je m'appelle Marie-Élise, j'étudie les lieux étranges et j'enquête sur les mystères de notre planète. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et si vous êtes curieux, sachez que devenir membre vous donne accès à des contenus cachés. Allez, c'est parti! Sur Terre, nous avons des petites bizarreries qui influencent l'espace. Parmi elles, il y en a une qui est complètement invisible, mais qui perturbe tout ce qui passe au-dessus. Et ça pourrait bien être une des zones les plus étranges de notre planète si on la regarde avec des yeux de satellite. Cette curiosité s'appelle l'anomalie magnétique de l'Atlantique Sud, parfois abrégée SAA en anglais ou AMAS en français. C'est une région qui est située au large du Brésil et qui s'étend sur une grande partie de l'Atlantique Sud. Et là-bas, le champ magnétique est anormalement faible. Concrètement, ça veut dire que la ceinture de Van Allen, cette ceinture qui protège notre Terre des radiations magnétiques, est plus proche de la surface à cet endroit très précis du globe. En réalité, la ceinture de Van Allen, c'est deux zones principales, parfois trois, en fonction de l'activité solaire, qui sont remplies de particules chargées, principalement des électrons et des protons, qui sont piégés par le champ magnétique terrestre. Ces particules proviennent du vent solaire et des rayons cosmiques. Elles sont capturées et forcées de tourner à grande vitesse autour de la Terre en formant deux ceintures. La première est la plus proche et elle est environ entre 1000 et 6000 km au-dessus de la surface. Et la deuxième, elle est plus lointaine et elle peut aller jusqu'à 80 000 km de la Terre. Et sans ces ceintures, la Terre serait bien plus exposée aux radiations mortelles qui viennent de l'espace. Elle joue donc un rôle crucial en détournant ces particules dangereuses. Pour les satellites et les astronautes, la ceinture de Van Allen, c'est un peu une zone à risque. Traverser les ceintures de Van Allen, c'est s'exposer à des radiations et c'est pourquoi les ingénieurs travaillent en fait sur des trajectoires extrêmement précises de façon à ce que les vaisseaux y passent le moins de temps possible. Bref, la ceinture de Van Allen, c'est une sorte de barrière naturelle qui nous protège, créée par la Terre elle-même. Du coup, il y a en fait des conséquences concrètes au fait qu'il y ait une sorte de faiblesse de la ceinture de Van Allen exactement dans cette région de l'anomalie magnétique de l'Atlantique Sud. Les satellites qui ont des trajectoires qui passent régulièrement dans cette zone sont exposés à de forts niveaux de radiation. Et la Station spatiale internationale, l'ISS, a carrément reçu un revêtement particulier pour pouvoir traverser cet endroit sans encombre. Les appareils électroniques sont bombardés et certains se mettent carrément en veille pour éviter qu'il y ait des problèmes à ce moment-là. Il arrive même que les capteurs détectent des flashs magnétiques et les astronautes eux-mêmes parlent de flashs dans leurs yeux, même si ils ont les yeux fermés. Et ça, c'est dû au fait que quand ils voyagent en dehors de la protection complète de la magnétosphère terrestre, il y a un effet causé par des particules cosmiques à haute énergie, des protons et des ions lourds qui frappent la rétine ou même les neurones visuels du cerveau. Et ces particules qui proviennent du Soleil et même parfois d'ailleurs dans l'espace viennent en fait directement exciter les cellules de la rétine ou des nerfs optiques en provoquant un phosphène, c'est-à-dire une perception lumineuse sans lumière réelle. Donc on a déjà parlé des acouphènes, et bien là c'est les phosphènes. Donc on récapitule. Dans cette zone très exacte, le champ magnétique terrestre est plus faible. En fait, elle est tout simplement moins repoussée à cet endroit-là et elle laisse passer beaucoup plus de particules. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'au sud du Brésil, alors tout près de la frontière avec le Paraguay, il y a la petite ville de Paula Freitas dans l'état du Paraná. Et à Paula Freitas, il y a un centre de recherche en géomagnétique pour surveiller en fait en continu ce creux magnétique géant qui est l'anomalie magnétique de l'Atlantique Sud. Et depuis ce site,
les scientifiques étudient les effets de cette anomalie à l'échelle à la fois régionale mais mondiale, voir les effets que cela peut avoir d'un point de vue magnétique sur les machines qui sont sur Terre, sur les machines qui sont dans l'espace, notamment les satellites, et peut-être même sur la vie biologique en elle-même. Et ce qui rend cet endroit particulièrement fascinant, c'est quand même qu'il est au Brésil. Le Brésil, c'est un des pays qui recense le plus de témoignages ovnis au monde. En fait, depuis des décennies, il y a des histoires de lumière qui passent, d'objets étranges qui sont observés et qui font du Brésil un des endroits où la rumeur publique et les enquêteurs se penchent particulièrement sur ces phénomènes. Pour approfondir sur le sujet, on peut se pencher sur la déclassification des archives nationales du Brésil qui ont couvert au moins 743 cas entre 1952 et 2016, des cas d'OVNI qui ont été investigués par l'armée de l'air et qui ont été rendus accessibles au public. Il y a eu aussi la fameuse nuit des OVNI du 19 mai 1986, où ce jour-là, 21 objets lumineux non identifiés ont été détectés simultanément sur radar et par des témoins visuels dans plusieurs États, dont Sao Paulo, Rio, Minas et Goiás. L'armée de l'air a même mobilisé des F-5 pour tenter de les intercepter, sans résultat. Selon le quotidien El País, le Brésil est un des pays de proportion continentale fréquentés par de très nombreux témoignages OVNI. Et en plus, leurs archives sont ouvertes et non censurées, ce qui renforce la qualité et la richesse des dossiers concernant tous ces phénomènes étranges. Alors forcément, on peut se demander si cette anomalie magnétique de l'Atlantique Sud, qui passe donc au-dessus du Brésil, pourrait avoir un rapport avec les apparitions d'OVNI. Vous ne trouvez pas ? Peut-être que du coup, la porte serait plus facile à franchir pour des voyageurs venus d'ailleurs. Mais ce n'est peut-être pas l'anomalie la plus étrange de notre planète. Parce qu'au-delà des montagnes et des océans visibles, il existe un relief qu'il est difficile de voir à l'œil nu. Si vous pensiez jusqu'à maintenant que l'océan était parfaitement plat, nous allons maintenant voir qu'à un endroit très précis du globe, il est littéralement creusé. Au sud de l'Inde, dans l'océan Indien, il existe quelque chose que les scientifiques appellent la dépression du géoïde. Et là, en gros, c'est un endroit où la gravité terrestre attire un peu moins les objets vers elle. Cette anomalie gravitationnelle, ou trou de gravité, est centrée à environ 1200 km au sud-ouest de Kanyakumari, la pointe la plus méridionale du sous-continent indien. Elle couvre une superficie d'environ 3 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire pratiquement l'équivalent de la surface de l'Inde. Et résultat, la surface de l'océan est à cet endroit environ 100 mètres plus basse que la moyenne mondiale. Alors très concrètement, ça influence les hauteurs des océans faites depuis l'espace. Il y a certains satellites comme Jason ou Topex Poseidon qui doivent corriger leurs mesures en tenant compte de cette forme irrégulière du géoïde pour calculer la hauteur réelle de l'océan. Mais cela n'influence pas directement leur trajectoire, contrairement à l'anomalie magnétique dont nous avons parlé juste avant. Alors pourquoi il y a cette anomalie ? Pour expliquer ça, les scientifiques évoquent la structure interne de la Terre. La théorie scientifique la plus répandue pour expliquer ce trou de gravité serait le déplacement du sous-continent indien en lui-même. Quand l'Inde s'est déplacée vers le nord, des morceaux du fond de l'ancien océan Téthys ont été repoussés vers le bas. Pour compenser, des remontées de roches plus chaudes et moins denses sont revenues des profondeurs de la Terre. Comme ces roches sont plus légères, la gravité dans cette région est aujourd'hui plus faible que la normale, ce qui en fait la plus grande anomalie gravitationnelle connue sur Terre. Et ce creux se serait formé il y a environ 20 millions d'années. Ce qui est intéressant dans cette anomalie, la dépression de géoïde, c'est qu'il y a des légendes et des mythes associés, et notamment celle du continent englouti de Kumari Kandam. Selon la légende tamoule, Kumari Kandam était un continent mythique qui reliait l'Inde à Madagascar et à l'Océanie, et qui aurait disparu sous les flots il y a de cela des millénaires. Cette idée apparaît dans les textes littéraires tamouls anciens comme le Silapatikaram, qui évoque un territoire florissant, foyer d'une brillante civilisation.
Les poètes et les érudits tamouls ont ensuite interprété ces textes comme des preuves d'une terre perdue suite à de gigantesques inondations. Au XIXe siècle, des orientalistes et des intellectuels nationalistes s'en sont emparés, reliant ce mythe local aux théories occidentales de l'époque sur la Lémurie. La Lémurie, un continent censé relier l'Inde à Madagascar et à l'Australie. Kumarikandam est ainsi devenu le symbole d'un âge d'or culturel englouti. Et encore aujourd'hui, certains le revendiquent comme étant une possible réalité historique. Et dans l'imaginaire collectif, ce continent disparu pourrait être une forme d'explication pour des espèces, notamment animales, qui se retrouvent des deux côtés de l'océan à cet endroit-là. Alors forcément, quand on sait qu'il y a un creux gravitationnel à cet endroit, on se pose des questions sur la possibilité que cela ait un lien avec la présence d'un continent englouti, voire même peut-être d'une réalité dont nous n'avons pas connaissance. Après avoir exploré les étrangetés cachées sous nos océans, nous allons maintenant lever les yeux vers l'espace, parce que là, il y a aussi énormément de choses à dire. Commençons par l'énigme du pôle sud de la Lune. Sur la Lune, les scientifiques se sont aperçus que la gravité n'est pas uniforme. Il y a des zones où elle est plus ou moins faible, plus ou moins forte, et cela dépend aussi là de la structure interne de la Lune en elle-même. Mais il y a un endroit qui les intrigue plus que les autres, le pôle sud, et plus précisément celui qui est du côté opposé à la Terre. Là, sous la surface, se cache quelque chose d'énorme et extrêmement dense. Les instruments qui mesurent les anomalies gravitationnelles ont révélé une masse mystérieuse comme un gigantesque objet métallique caché sous la surface. Pour la NASA, l'explication la plus raisonnable serait qu'il s'agisse du noyau en fer d'un astéroïde ancien resté coincé là après un impact orbital. Mais cette idée d'une masse métallique cachée sous la Lune vient en fait corroborer d'autres observations. Souvenez-vous, lors des missions Apollo, les astronautes ont installé des capteurs sismiques sur la surface lunaire pour étudier son activité interne. Et quand les modules lunaires, les LEM, se sont posés sur la surface ou quand les étages supérieurs des fusées ont été volontairement écrasés sur la surface pour calibrer les instruments, les sismographes ont détecté des variations inhabituelles. Contrairement à la Terre, où les ondes sismiques sont rapidement amorties, les détecteurs ont vu que la Lune a continué à résonner pendant de longues minutes. Très exactement, pour exemple, lors d'un impact contrôlé d'un module, les sismomètres ont enregistré une résonance de plus d'1 heure avec un pic pendant 8 minutes. Et les ingénieurs de la NASA ont décrit cela comme si la Lune résonnait, selon leurs termes, comme une cloche. L'explication scientifique, c'est que probablement la Lune est beaucoup plus sèche et rigide, sans eau pour amortir les vibrations, et elle possède une croûte très fracturée et transmet les ondes différemment. Et ça a quand même mené directement à la théorie de la Lune creuse qui est quand même mentionnée sur Wikipédia. Évidemment, certains laissent à penser que ça pourrait tout simplement être une base cachée sous la surface de la Lune. Une base potentiellement extraterrestre que l'on connaît encore aujourd'hui très très mal et que les missions Artemis ont pour but d'aller explorer justement. C'est l'occasion de faire un petit point sur ce programme Artemis. C'est un programme spatial habité de la NASA qui a pour objectif d'amener un équipage sur le sol lunaire d'ici 2027. C'est le président américain Donald Trump qui en a pressé la mise en place, fier de pouvoir annoncer le retour de l'être humain sur la Lune. Et cette exploration doit déboucher sur une exploration durable du satellite, c'est-à-dire l'organisation de missions régulières dont l'aboutissement serait l'installation d'un poste permanent sur notre satellite. Le programme doit aussi permettre de tester et de mettre au point des procédures et des outils qui permettraient une possible exploration à venir de la planète Mars. Quoi qu'il en soit, et ça c'est sûr, il existe quelque chose sous la surface de la Lune qui influence clairement la gravité. Peut-être qu'un jour on ira vérifier par nous-mêmes ce qu'il s'y passe, mais en attendant,
Ça alimente les théories les plus folles. Après la Lune, direction une géante de notre système solaire, Jupiter. Là-bas se trouve un phénomène qui défie notre imagination depuis des siècles, qu'on observe sans vraiment le comprendre. Il s'agit de la Grande Tache Rouge. La Grande Tache Rouge est un immense anticyclone dans l'atmosphère de Jupiter qui est longue d'environ 15 000 km et large de 12 000 km. Pour donner une idée, cette tache pourrait aujourd'hui engloutir la Terre tout entière, même si elle a déjà rétréci, puisqu'en fait, on a estimé qu'avant, elle faisait 3 fois cette taille. Des vents y soufflent à environ 700 km par heure. La tache, on l'observe depuis 1665, c'est-à-dire plus de 350 ans, bien que le nom Grande Tache Rouge n'ait été donné qu'autour de 1878, lorsque la couleur de l'objet était vraiment rouge. C'est vers la fin du XXe siècle que sa couleur est passée de rouge à un peu plus brunâtre. En fait, les astronomes ont observé cette tache sur Jupiter depuis le XVIIe siècle. Mais on n'est pas exactement sûr que celle qu'on voit aujourd'hui soit la même que celle qu'a vue Cassini. Alors Cassini, c'est Giovanni Domenico Cassini, l'astronome italien du XVIIe siècle, pas la sonde Cassini-Huygens qui a été lancée en 97 pour explorer Saturne. Et donc Cassini, l'astronome italien, avait documenté une tache rouge sur Jupiter entre 1665 et 1677 qu'il a suivi pendant une dizaine d'années. Mais ensuite, les observations montrent que cette tache aurait disparu aux environs de 1713. Et pendant plus d'un siècle, on n'a pas eu de preuve qu'une grosse tache rouge était toujours visible. Ce n'est que vers 1830-1850 qu'une nouvelle tache rouge, celle qu'on appelle la Grande Tache Rouge actuellement, est devenue évidente dans les télescopes et s'est stabilisée pour devenir l'énorme tempête qu'on connaît aujourd'hui. Et ce qui rend cette tempête vraiment étrange, c'est qu'elle ne se contente pas de tournoyer dans les nuages. Des sondes, comme Juno, ont prouvé qu'en fait, elle plongeait dans l'atmosphère de la planète jusqu'à 500 km de profondeur, un peu comme si on regardait un immense siphon qui plonge vers la surface de Jupiter. Et les scientifiques ignorent pourquoi elle dure aussi longtemps. En fait, sur Terre, les cyclones s'éteignent en quelques jours, faute d'alimentation. Mais là, sur Jupiter, cette colère atmosphérique se nourrit et persiste depuis des siècles, peut-être même des millénaires. Cette tempête est absolument unique dans le système solaire et en plus d'être là, on sait qu'il y a aussi des éclairs dans l'atmosphère de Jupiter, rendant l'ensemble complètement étrange et intriguant pour tous les scientifiques qui s'y penchent. Après Jupiter et sa tempête démesurée, cap maintenant sur Saturne, ou plus exactement une de ses lunes, qui est assez étrange et qui est nommée Japet ou parfois Iapetus. Alors c'est un satellite naturel de Saturne, le 3e plus grand satellite de la planète par sa taille, et il fut découvert le 25 octobre 1671 par Jean-Dominique Cassini. C'est le même qu'Alain Lippo. Alors Jean-Dominique ou Giovanni Domenico, oui c'est bien le même. À première vue, Japet ressemble déjà à un monde sorti d'une histoire complètement fantastique. Elle a une moitié très sombre, presque noire, tandis que l'autre moitié semble brillante comme un miroir. Mais c'est pas tout. Si on l'observe attentivement, Japet a une chaîne de montagnes qui fait tout le tour de l'astre, un peu comme si c'était 2 morceaux d'une énorme boule qui avaient été grossièrement soudés l'une à l'autre. Cette zone de montagne fait donc tout le tour sur l'équateur de Japet et on l'appelle la crête équatoriale. Concernant la couleur étrange de cette lune, l'hémisphère situé dans la direction de son déplacement autour de Saturne est très sombre, avec une légère coloration rouge-brun. L'hémisphère opposé à cette direction, ainsi que les pôles, sont très brillants. En fait, le motif de la coloration est semblable à une sorte de yin-yang, ou en fait, vous savez, comme la surface d'une balle de tennis. La partie sombre est appelée Cassini Regio et la partie claire Roncevaux Terra. Quant à la crête équatoriale, elle ne correspond absolument pas aux 2 délimitations de couleurs, c'est encore complètement autre chose. C'est une chaîne de montagnes qui atteint par endroits plus de 20 km de haut et aujourd'hui, personne n'est capable d'expliquer
comment elle a pu se former. Cette crête, justement, court au centre de Cassini Reggio sur environ 1300 km de long, 20 km de large et 13 km de haut. Elle a été découverte sur les images de la sonde Cassini prise le 31 décembre 2004 et cela à 123 000 km de distance. Et la crête en elle-même est fortement cratérisée, ce qui indique qu'elle est extrêmement ancienne. Les théories vont de la possibilité que ce soit un ancien anneau qui soit tombé sur la surface à la possibilité qu'il y ait des mouvements internes à la planète ayant fait surgir cette crête, mais aujourd'hui, aucune explication ne fait vraiment consensus. Et certains amateurs d'énigmes y voient bien sûr la possibilité que ce soit une structure artificielle, vestige d'une technologie disparue. Après tout, une montagne qui forme un ruban sur des milliers de kilomètres, ça a de quoi alimenter l'imagination. Japet reste donc en soi un mystère absolument magnifique. Mais maintenant, passons encore un peu plus loin. Après les mondes étranges de notre système solaire, je vous propose de plonger au cœur de notre galaxie. Et quand je vous propose de plonger au cœur de la galaxie, je parle vraiment d'aller en son centre, là où se cache une sorte de monstre invisible qui influence tout ce qu'il y a autour. Au centre de la Voie lactée, dans la constellation du Sagittaire, se trouve un trou noir super massif que l'on a appelé Sagittaire A étoile. Je vais juste l'appeler Sagittaire A. Il est impossible à voir directement, mais on a pu observer les étoiles tourner follement autour d'un point vide, accélérant à des vitesses inimaginables. Et c'est là qu'on a compris qu'il devait y avoir quelque chose de colossal, pesant plus de 4 millions de fois la masse du Soleil. Ce trou noir agit comme une sorte d'axe gravitationnel pour notre galaxie. Et sans lui, notre Voie lactée n'aurait certainement pas cette forme de spirale. Et pourtant, malgré son rôle central, c'est un endroit particulièrement hostile. Si on s'en approchait trop, la force gravitationnelle serait tellement intense qu'aucune lumière ne pourrait s'en échapper. C'est littéralement un puissant fond dans la trame de l'espace-temps. Et il y a deux anomalies autour de ce trou gravitationnel. C'est déjà qu'a priori, on tourne autour beaucoup plus vite que ce que l'on pourrait penser d'après les projections faites. Et surtout, qu'on ne s'en éloigne pas. En fait, quand les astronomes mesurent la vitesse des étoiles dans notre galaxie, ils remarquent que les étoiles tournent autour du centre beaucoup plus vite que ce que la seule masse de la Voie lactée pourrait expliquer. En d'autres termes, avec juste les étoiles, le gaz et la poussière qu'on peut compter, la gravité devrait être insuffisante pour maintenir ces vitesses sans que les étoiles ne soient éjectées. Et pourtant, elles restent bien en orbite. Le trou noir au centre, le fameux Sagittaire A, n'aurait a priori pas une masse suffisante pour expliquer la vitesse de rotation des étoiles situées très loin du centre, comme nous par exemple. Notre Soleil, il est par exemple à 26 000 années-lumière de Sagittaire A. Donc, ce trou noir explique très bien la vitesse des étoiles qui lui sont assez proches, qui tournent à des millions de kilomètres par seconde de lui, mais n'explique pas pourquoi notre Soleil, pourtant extrêmement éloigné, tourne toujours aussi vite autour et surtout sans être éjecté. Et c'est justement ce qu'on appelle le problème de la matière noire. Le fait que les galaxies tournent plus vite que prévu présuppose l'existence d'une masse, d'une matière noire que l'on ne voit pas et qui tiendrait tout ça ensemble par sa gravité. Et certains scientifiques avancent même que ces sortes de trous noirs, comme Sagittaire A, pourraient être en fait les graines qui ont semé des galaxies. D'autres aiment imaginer qu'il pourrait s'agir de portes, de portails menant vers d'autres mondes. Quoi qu'il en soit, notre galaxie tourne autour de ce gouffre silencieux depuis des milliards d'années, prisonnière mais aussi structurée par cette force invisible. Et puis après avoir plongé au cœur noir de notre galaxie, on va prendre encore plus de recul pour observer notre univers tout entier. Et là, on découvre que le cosmos ressemble à une sorte de toile immense, tissée de structures colossales qui défient notre imagination.
Les astronomes eux-mêmes parlent de murs galactiques ou de filaments cosmiques. Alors ce sont littéralement des chaînes de galaxies s'étendant sur des centaines de millions d'années-lumière qui dessinent des motifs complexes dans l'espace. Et entre ces filaments, on trouve d'immenses zones presque vides, des zones où il n'y a quasiment rien. En d'autres mots, notre univers, qu'on pensait assez uniforme, ressemble plutôt à la structure d'un gruyère avec des trous ou à une éponge, si vous voulez. Et parmi ces vides cosmiques, le plus célèbre est le vide du Bouvier, aussi appelé supervide. C'est une bulle géante d'environ 300 millions d'années-lumière de diamètre qui contient à peine quelques galaxies alors qu'on devrait y voir des milliers. Alors pour expliquer ces vides démesurés, la cosmologie moderne parle de fluctuations primordiales d'ondes de densité qui se seraient figées après le Big Bang. Mais certains physiciens estiment que ces formations semblent un peu trop grandes, en fait qu'elles contredisent le principe cosmologique selon lequel l'univers devrait être homogène à grande échelle. Alors évidemment, d'autres adorent imaginer que cela puisse être des cicatrices de batailles cosmiques anciennes, ou peut-être même les contours de la collision entre notre univers et autre chose. Quoi qu'il en soit, ces immenses murs et ces filaments nous rappellent que notre univers n'est pas seulement rempli d'étoiles, il est aussi rempli de plein de structures invisibles à l'œil nu, mais d'une échelle si gigantesque qu'elles rendent nos propres galaxies presque insignifiantes. Et pour continuer ce voyage aux confins du bizarre, nous allons maintenant remonter aux origines de l'univers. Là où se cache peut-être le plus grand mystère de notre univers, les zones froides du fond diffus cosmologique. Dans l'univers primordial très dense, la lumière ne pouvait pas circuler comme aujourd'hui. L'ensemble était extrêmement opaque. C'était comme une sorte d'épais brouillard. Et comme la lumière voyage à vitesse finie, on sait qu'en regardant très loin, on voit finalement le passé. Et là vient le moment où l'on peut observer cette époque, cette période où l'univers était opaque. Cet instant s'appelle l'époque de la dernière diffusion et elle s'est produite environ 380 000 ans après le Big Bang. Ce rayonnement, avant que l'univers ne soit plus opaque, a été observé par Planck. On l'appelle le fond diffus cosmologique ou le rayonnement fossile. Alors je vous avoue, quand je suis arrivée à cet endroit dans mes recherches, j'ai eu besoin d'approfondir pour un peu mieux comprendre. Donc on va reclarifier les étapes. Juste après le Big Bang, l'univers était très chaud et très dense. Il était rempli d'un plasma de protons, électrons et photons qui se heurtaient sans cesse. Les photons, la lumière, étaient constamment absorbés et réémis par les électrons. Ils ne pouvaient donc pas voyager librement. C'était comme une sorte de brouillard épais, opaque à la lumière. Et puis, à mesure que l'univers s'est étendu, il s'est refroidi. Les électrons et les protons purent ralentir assez pour s'associer et former des atomes d'hydrogène neutres. Et c'est ce que l'on appelle la recombinaison. Et à cet instant, il n'y avait plus de particules libres, c'est-à-dire des électrons isolés, pour diffuser les photons dans toutes les directions. La lumière s'est mise à voyager librement et à traverser l'univers sans être constamment arrêtée. Un peu comme si le brouillard s'était mis à se dissiper d'un coup. Et la lumière qui a été émise à ce moment-là, très précis, quand elle a pu commencer à parcourir des milliers, des milliards de kilomètres, on peut la capter aujourd'hui. Et c'est ça qu'on appelle le fond diffus cosmologique. C'est une forme de rayonnement fossile qui nous donne en quelque sorte l'image de l'univers à partir du moment où la lumière a commencé à pouvoir voyager, un moment qui serait situé environ 380 000 années après le Big Bang, qui est finalement à l'échelle de l'univers assez rapide. C'est donc une lumière vieille de
14 milliards d'années, qui baignent tout l'univers et que l'on peut mesurer grâce à des télescopes sensibles au micro-ondes. Et quand on dresse la carte, on obtient une sorte de tableau moucheté avec différentes températures qui sont normales et même nécessaires pour expliquer la formation des galaxies. Mais parmi ces légères fluctuations, il y en a une qui intrigue particulièrement. Elle est froide, c'est une zone froide, c'est celle qu'on appelle le cold spot. C'est une zone anormalement plus vaste et beaucoup plus froide que ce que les modèles théoriques pourraient prédire. Le centre de cette région est situé dans la constellation d'Éridan et il possède les coordonnées suivantes. J'ai dû me faire aider. Je vous les mets à l'écran pour savoir les lire. Ça se lit ascension droite 3h15, déclinaison moins 19 degrés 35 minutes. Soit en coordonnées galactiques, pour ceux qui sont branchés, il se trouve à une longitude de 207,8 degrés et à une latitude de moins 56,3 degrés. Et si c'était qu'une coïncidence statistique encore, ça passerait, mais certains chercheurs disent qu'elle est trop grande et trop marquée, cette zone, pour être le simple fruit du hasard. Là aussi, les hypothèses les plus folles apparaissent. Certains ont dit, tout comme les trous dans l'univers dont on parlait tout à l'heure, que ça pourrait être la preuve qu'il y a eu des collisions entre des univers différents. Un peu comme si deux bulles cosmiques s'étaient frôlées, laissant la trace de l'endroit où elles se sont rencontrées. Mais il existe une hypothèse scientifique encore plus dingue, avancée par la physicienne Laure Messini-Houghton, qui va beaucoup plus loin. Elle suggère que ce cold spot pourrait être une empreinte laissée par un autre univers au-delà du nôtre. Selon cette idée, et avant que notre univers ne subisse son expansion ultra rapide, l'inflation cosmique, il aurait été intriqué quantiquement avec d'autres univers. Et quand l'inflation les a séparés, cette trace serait restée gravée dans le fond diffus cosmologique comme la trace d'une ancienne connexion. Alors une hypothèse qui pourrait trouver écho avec les nouvelles découvertes quantiques et notamment la théorie des cordes avec ses multiples réalités et ses multiples univers parallèles. Et bien sûr, tout ça, ça reste hautement spéculatif. Ça donne quand même le vertige de penser qu'à travers une simple tache froide, on pourrait presque toucher du doigt un autre univers. D'autres idées parlent de vides gigantesques, des régions de l'univers tellement pauvres en matière qu'elles refroidiraient même la lumière qui les traverse. Quoi qu'il en soit, ces anomalies du fond diffus cosmologique nous rappellent que l'univers n'a pas fini de nous livrer des secrets absolument incroyables. Voilà pour cette vidéo un peu plus technique ou cosmologique que d'habitude, mais que j'ai pris grand plaisir à faire, car je vous avoue que si les mystères sur notre Terre sont absolument passionnants, parce qu'on peut notamment les toucher du doigt, se pencher aussi sur l'espace, le cosmos, c'est réfléchir à notre condition sur Terre, car on sait que tout est lié, ce qu'il se passe sur notre planète est aussi lié à ce qu'il se passe dans l'espace. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voyez le bouton like en train de partir avec une petite combinaison d'astronautes, n'hésitez pas à le rattraper. Moi, je vais vous laisser ici et là, comme d'habitude, des playlists pour continuer d'enquêter avec moi sur les mystères de notre monde. D'ici à la prochaine, portez-vous bien et moi je vous dis ciao.